Merci d'être avec nous et bienvenue sur ABC Talk. On est ravis de vous proposer évidemment les contenus, vous partager, vous commenter aussi avec bienveillance comme toujours et vous liker parce que c'est comme ça que l'on fait avancer nos productions et que l'on se remet aussi en question sur tout ce que l'on vous propose. Valérie Orsoni, Made in France, est avec nous. Je dis Made in France parce que vous êtes internationalement connue, mais vous restez française. Made in Corsica. Made in Corsica. Mais vous êtes française. Mais bien sûr. Évidemment. Bienvenue sur le plateau d'ABC. Je me suis demandé quel était le titre que l'on pouvait vous octroyer, parce que vous êtes quoi en fait, à part businesswoman? Ah mais je peux répondre, c'est vous qui l'avez fait le titre. Je suis curieuse d'ailleurs, tiens, c'est quoi mon titre? Vous êtes entrepreneuse, vous êtes coach, vous êtes aventurière, vous êtes businesswoman, vous êtes aussi le rêve français installé aux États-Unis, vous êtes tout à la fois. Ça fait un long titre. Oui, et ça fait, c'est plus une carte de visite, c'est une en-tête de lettres. Comment vous vous définissez? Alors ça dépend à qui je parle. Mais en général, je me présente d'abord en biohacker, qui est quand même une discipline qui se met un petit peu à l'ordre du jour en France. On va en parler. Aventure. Et surtout, alors bien sûr, aventure. Le mot coach a été tellement utilisé, galvaudé, j'aime pas trop. Mais plutôt entraîneur de force morale, motivation, fit activiste. J'ai envie de faire bouger le monde, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Le titre de l'émission, c'est la force mentale. Eh ben, c'est ça. Et c'est ce qui vous caractérise depuis toujours? Depuis tout petite, oui. Vous savez d'où ça vient? Honnêtement, je pense qu'il y a une part de génétique pour que ça soit comme ça quand on est tout petit. Merci papa, maman. Merci papa, maman. Mais après, ça se cultive. Ouais. Ça s'apprend. Ouais. C'est plus dur pour certaines personnes comme pour d'autres. Un peu comme perdre du poids, c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres. Mais ça se travaille. Et il y a des techniques, il y a des attitudes à tenir, il y a des habitudes à prendre. Et ça, vraiment, ça se cultive. Je le vois quand je fais de la haute montagne. Je vois les gens qui baissent les bras au mauvais moment et je me dis, toi, il faut que tu travailles ta force mentale. Cette force mentale, quand vous dites qu'il y a de la génétique, ça fait aussi partie de votre éducation? Oui, je pense. Papa m'a toujours poussé au niveau physique. Je sais, quand j'avais 7 ans, je me rappelais toujours, il m'a emmené faire une balade de 35 km pour une petite gamine de 7 ans, en prenant des tomates, pas beaucoup d'eau pour qu'on se renforce. Et quand je suis rentrée, maman disait « Oh, pauvre enfant !» Et moi, je lui dis « Ah non, mais j'irais bien faire du saut à l'élastique !» Et finalement, on se rend compte que cette attitude de « je me dépêche, je me bouge », ça commence très tôt. Donc, si vous êtes un parent, que vous nous regardez maintenant, bougez les petits. Il y a quelqu'un qui disait, qui était assis à votre place, qui disait non seulement bougez les petits et apprenez-leur à s'ennuyer. Ah oui, l'ennui, c'est fantastique. Ah oui, c'est aussi quelque chose que j'ai passé à mon fils. Aux États-Unis, où je l'ai élevé, les enfants ne s'ennuient jamais. On les trimballe. Les mamans sont des chauffeurs, en fait, qui trimballent le gamin du piano au karaté, au truc de culture générale. L'enfant n'a jamais ce qu'on appelle le downtime, ou en français, on appelle ça du temps long. Et en fait, moi, des fois, je lui disais, allez, vas-y, fais ce que tu veux. Au bout d'un quart d'heure, il venait me voir en me disant, voilà, je ne sais pas quoi faire. Je dis, ben, moi non plus. Eh ben, tant et mieux. au bout d'un moment, il prenait une boîte de conserve, il mettait une pierre dedans, et puis il me disait, tiens, j'ai fabriqué une machine à laver les pierres. Et ça, mine de rien, en termes de développement intellectuel, c'est fantastique. Ouais, c'est ce que peut-être qu'on a du mal à comprendre en France. Hein. Surtout, on est pas toujours sur son nécessairement. téléphone. Oui, évidemment, il y a ce système-là. Alors, Valérie Orsoni, pour ceux qui auraient hiberné pendant quelques années, qui n'auraient pas suivi évidemment tout ce que... Vous êtes très productive. Oui, je dors très peu, c'est pour ça. J'ai l'impression. Ouais. Et vous êtes une pile électrique. Oui. Ça se voit. Il paraît que je fatigue mon entourage. Voici le dernier ouvrage de Valérie, avec justement cette force de caractère, stronger évidemment en anglais. Comment révéler sa force, ta force, parce que vous tutoyez. Je tuvoie. Ouais. J'aime bien utiliser parfois le vous et parfois le tu, mais je trouve que le tu permet d'aller beaucoup plus vite dans la connexion avec la personne. Ouais. Mais ce qui vous caractérise le plus, et on s'est demandé, c'est est-ce que c'est votre réussite à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni, entre autres, qui a donné le nom Orsoni et cette notoriété que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que c'est au travers de tout ce que vous avez pu faire, sportivement parlant, et on va en parler dans un instant avec le côté aventurière? Alors, je ne suis pas une grande sportive, enfin moi j'ai des amis... Vous avez quand même fait 41 sommets de plus de 4000 mètres, mais sinon elle n'est pas sportive, non, c'est sûr. Non, attends, oui, mais j'ai des amis qui vont avoir fait, par exemple mon amie Christine, qui a le record du monde, les 14 8000 en 92 jours. Donc, par rapport, si je me compare à ces gens-là, voilà. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus, il y a toujours moins. Mais en fait, j'ai toujours aimé bouger. Et je pense que ça vient justement du temps long que j'ai eu petite, où quand on s'ennuie, on finit par aller marcher, bouger, etc. Et en fait, c'est une addiction, et une saine addiction. On se rend compte que quand on fait quelque chose, par exemple, quelqu'un qui nous regarde, qui n'a jamais fait de montagne, qui se dit « Oh, mais moi, je ne saurais pas par où commencer ». D'aller derrière chez soi, faire un petit 2000, 2005, 3000. Et puis après, on arrive à 3, on dit « Ah, je vais faire 3005 ». Il y a ce côté un petit peu auto-encouragement. Et on peut le faire. Et on a dit tout à l'heure, il ne faut pas se comparer. Ça, c'est vrai.
Moi, des fois, je le fais en m'amusant. Je ne serai jamais aussi bonne qu'elle et ce n'est pas mon idée. Mais c'est de se dire aussi, on peut se comparer à soi-même. Se dire, la semaine dernière, j'ai fait un petit truc, puis l'année prochaine, je ferai peut-être le Mont Rose, le Mont Blanc ou quelque chose comme ça. Mais les objectifs, toujours. Moi, je pense que sans objectif, on ne peut pas bouger. Et ce n'est pas forcément des objectifs d'argent, de présence sociale, de nombre de followers sur les réseaux et autres. Ça peut être un objectif pour soi-même, le poids, l'envie d'écrire un livre, quel qu'il soit. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas être un être humain accompli si on n'a pas un objectif à dépasser. Alors, on l'a dit, un 41 sommets de plus de 4000 mètres, c'est toujours à 41 ? Et en fait, c'était à 40 il y a 3 semaines, là c'est 41. 41, ouais. Voilà, exactement. Évidemment, vous avez parcouru le monde pour suivre votre passion. Vous avez écrit une bonne 50aine d'ouvrages sur des thématiques de fitness, de minceur. Tout ça a été traduit dans différentes langues à travers le monde. Donc, vous êtes quand même extrêmement productive. Et c'est vrai qu'on se dit d'où vient cette force morale ? D'où vient cette volonté ? Est-ce que ce n'est pas également une manière une sorte de revanche sur la vie ? Qui n'avait peut-être pas nécessairement bien démarré. Alors oui, en fait, j'estime qu'on peut tout utiliser comme fuel. En anglais, j'aime bien le mot fuel. En français, on va dire essence, c'est moyen, mais comme source d'énergie, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. J'ai eu pas mal de problèmes de santé dans la vie. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai transcendé cette chose-là. C'est vrai que je suis née, j'avais de l'épilepsie. Je suis née, à 2 ans, j'avais de l'arthrose déformante, c'est le truc des personnes âgées. J'en avais déjà toute petite. Donc j'ai toujours eu des problèmes. Et quand j'ai eu 7 ans, mon père m'a dit, tu vas aller faire du judo. Alors que j'avais mal au poignet, j'avais du mal à tenir les kimonos. Et ça m'a renforcée. Et je pense qu'en fait, il y a 2 attitudes. Il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. C'est blanc ou noir, cette situation. Quand on a un problème, soit on se dit, je baisse les bras, soit on se dit, je me remue. C'est pas jugement, je ne porte pas de jugement sur ceux qui baissent les bras, hein, parce que peut-être qu'il leur manque des cartes ou que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais dans mon cas à moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des drames jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça continuera comme ça, j'ai eu cette étincelle où je me suis dit, non, si je ne le fais pas moi, personne ne peut le faire pour moi. Et je trouve que la montagne, ça représente bien les drames de la vie, parce que personne ne peut la grimper à ma place. Donc c'est dans cette idée de se dire zéro excuse. D'ailleurs, j'ai une marque, on en parlera peut-être, une marque de vêtements, j'ai fait des t-shirts dont un dit zéro excuse ou team no excuse et l'autre dit unstoppable. Et c'est un peu l'idée. Et le cerveau, un cerveau c'est simple, hein, c'est binaire. C'est des 0 et des 1, c'est du blanc et du noir. On ne peut pas être triste et gai en même temps. On ne peut pas être défaitiste et avancer en même temps. Donc je dis toujours aux gens de donner ces bonnes paroles au cerveau parce qu'il va les entendre. Il va les comprendre et il ne pourra pas y avoir de place pour le négatif. On va voir la force de ce mental que vous avez justement et que vous décrivez au travers de cet ouvrage. Vous dites qu'effectivement, les choses n'ont pas été simples dans votre vie et sur le plan de la santé, vous avez coché un peu toutes les cases. Hein. J'en ai coché pas mal. Même d'ailleurs, j'en avais tellement coché qu'un jour, je me suis dit, il n'y a plus rien à cocher. Et comme je passe pas mal de temps en Polynésie, bien évidemment, si quelqu'un devait attraper le chikungunya, c'était moi. Et un jour, on m'appelle pour une radio française en me disant, tiens, cette semaine, j'ai un truc pour toi, mais alors la semaine prochaine, c'est maladie tropicale, je pense que tu n'es pas concerné. J'ai dit, bah si, tu vois, ça oui. Alors, qu'est-ce que vous avez eu ? Vous êtes sourde d'une oreille toujours ? Oui, toujours. Peut-être qu'il y aura un miracle, on est pas à l'abri. Tumeur au cerveau ? Oui. Sclérose ? Non, alors ça, c'était assez intéressant. J'ai eu ce diagnostic de sclérose en plaques. Un exemple dingue. J'avais plein de symptômes absolument ahurissants. On me donne ce diagnostic. Il m'abat pendant quelques heures. Je reconnais que j'ai pleuré. Et le lendemain, j'ai décidé de partir quelque part, faire des choses et tout. Et au fur et à mesure, les symptômes disparaissaient. Quand je suis revenue, je fais un IRM. Il n'y a plus rien. Plus rien. Alors, il y a 2 camps. Il y a le camp des gens qui me disent erreur de diagnostic. Et l'autre camp qui me dit ce que tu as fait était très bien. Je ne veux pas rentrer dans le débat, je m'en fous, pour être honnête. Ce qui m'intéresse, c'est la sortie. Mais c'est à ce moment-là, où je faisais beaucoup de méditation, que j'ai décidé de grimper les montagnes. C'était à 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle trop, 7 ans je crois. Et en revenant, j'ai dit à ma famille, bon ben j'attaque, c'était je crois que 3 ou 4 mai de cette année-là. Et j'ai commencé 2 mois plus tard, ou 3 mois, en Russie, à faire l'Elbrus, juste directement, 5642 mètres. Sans expérience. Sans rien. Si vous êtes alpiniste et que vous nous regardez, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est pas l'exemple à suivre. Hein. On y va pas. Il faut s'entraîner. Un peu quand même. Donc les problèmes hormonaux, on a dit, le rhumatisme très jeune, vous en avez parlé, les problèmes aux poumons avec un petit dysfonctionnement, allons-y, opérations multiples des os, j'en ai eu pas mal, ouais. Quelques-unes, les tumeurs, sclérose en plaques, enfin bref. Et j'ai même pas toutes mes dents, en plus, vous vous rendez compte? On pourrait dire elle a toutes ses dents, mais non. Étonnant. Et vous vouliez être infirmière? Quand j'étais petite, alors je voulais être archéologue et ou infirmière. J'avais envie de sauver le monde déjà à l'époque. Maintenant, c'est plus par le bien-être mental et physique, mais ouais, c'était l'idée. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez beaucoup écrit. Alors, on va voir évidemment quelques-uns de vos ouvrages, hein, il en manque beaucoup, mais il y en a quelques-uns ici. Et est-ce que vous êtes sûr, certains vont dire de vous, qu'elle est sur le culte de la beauté du corps? Oui, mais il n'y a pas de honte à avoir. Ça, c'est très américain.
Non, c'est surtout... Non, alors c'est même plus américain avec l'espèce de wokisme qui envahissant le monde. On ne peut plus rien aimer ou ne pas aimer. D'ailleurs, il faut être au milieu, je suis désolée. Et je ne suis pas dans le culte du corps artificiellement obtenu, etc. Je trouve qu'un corps, c'est beau, on n'en a qu'un. Et comme j'ai eu des problèmes de santé, n'en déplaise à certains, je me dis, bon sang, si j'ai un endroit où je peux avoir la main mise, c'est la qualité de mes muscles, la qualité de ma peau, si j'ai de la cellulite, si je mange bien ou pas bien. J'ai le contrôle, alors je vais le prendre, ce contrôle. Et je suis désolée, mais quand je regarde mon corps, moi, je ne sais pas si vous avez des photos de moi quand j'étais très ronde, voire obèse. J'ai pas voulu les mettre. Vous pouvez les mettre, il n'y a pas de honte. Non, mais j'ai pas de honte, mais je ne m'aimais pas. Et j'ai beaucoup d'amis qui, quand elles sont en grand surpoids, disent à tout le monde « je m'adore » et qui, le soir, pleurent dans leur lit. Je ne dis pas qu'il faille pleurer ou quoi que ce soit, mais à titre personnel, je trouve que d'avoir un corps sain, pas forcément maigre, on n'est pas dedans, mais fort, qui peut nous emmener en haut d'une montagne ou de sa montagne à soi, c'est fantastique. Il n'y a pas de honte à avoir à vouloir un beau corps. Est-ce que vous vous regardez dans la glace le matin en aimant qui vous êtes? Oui. Et c'est marrant parce qu'en France, il n'est pas de bon ton de dire « je me trouve belle ». Vous verrez sur les réseaux sociaux, souvent les gens disent « oh, qu'est-ce que je me sens pas bien en ce moment, je me sens pas, j'ai des défauts ». Là, vous allez avoir 1000 commentaires, 3000 commentaires. Si vous dites, j'ai fait le test, hein, si vous dites « je me sentais belle ce matin, c'était fantastique ». Vous avez 3 personnes qui disent « oh, bah, t'as raison, t'es pas mal ». Et en fait, on n'aime pas quand les gens se sentent bien. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Hein. Mais moi, oui, je me regarde, mais tiens, je suis pas mal. Est-ce que c'est un problème franco-français? C'est assez français. Alors franco, peut-être européen, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'ici, on aime bien se trouver des problèmes. Il y a quand même pas mal d'influenceuses, surtout influenceuses, qui ont créé toute une plateforme de gens qui les suivent parce qu'elles se plaignent tout le temps, alors qu'elles sont plutôt très très bien en plus. Hein. Donc oui, j'ai des défauts, je ne dis pas que j'en ai pas, mais ils ne prennent pas le pas sur ce que j'aime en fait. Alors votre force mentale, et ça évidemment c'est l'objet de votre livre, hein, Révéler ta force, et pour être justement dans cette puissance mentale, on parlait de l'éducation, on parlait du côté de l'ADN que vous avez sans doute. Au travers de votre éducation, de votre père et de votre mère, vous étiez quand même dans ce cadre-là. Entre votre père qui a cette notion sportive et puis votre maman qui a testé X régimes à droite à gauche avec ces phénomènes de yo-yo, etc. Vous baignez quand même dans cet univers-là. Oui, et en fait, je pense que la force, mon papa vient d'avoir 84 ans, il ne les fait pas et il marche encore 15 ou 20 km chaque jour, il va nager 3 km, c'est fantastique. Et il est la preuve vivante, alors c'est un échantillon de 1 sur 1, donc on ne va pas en faire un résultat d'analyse scientifique, mais il est la preuve vivante que quand on prend soin de soi et qu'on se dépasse, même plus tard dans la vie, on a encore toute cette énergie de folie. Donc oui, j'ai un peu baigné là-dedans, mais qui ne l'a pas baigné? Enfin, sans parler même de trop de régimes, il suffit de voir les magazines, etc. Mais même si la famille ne nous soutient pas. J'ai des amis qui sont de famille très ronde, où on me dit « ah ben moi je peux pas, hein. Papa est rond, maman est rond, toutes mes tantes sont rondes, c'est impossible, le fameux gène de l'obésité. » Ouais, c'est ça, c'est fataliste, c'est comme ça. Moi, papa a été à un moment obèse, et il est allé voir un médecin qui lui avait dit un truc, mais on ne pourrait jamais plus dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait tellement politiquement incorrect. Mais à l'époque, il lui avait dit, c'était il y a peut-être 30 ans, un peu comme ça, il lui avait dit « tu sais Edmond, il n'y a pas de gros qui sont sortis des camps de concentration. » Sachant que dans ma famille, son propre père avait été fusillé par les Allemands, il avait été traumatisé par la phrase. Et quand il est revenu à la maison, il m'a dit « c'est horrible ce qu'il a dit, mais en fait, c'est pas faux. Si tu ne manges pas, tu maigris. » Et je ne peux plus utiliser cette phrase parce qu'elle est complètement sortie du contexte, c'est atroce. Mais ça lui avait fait un sacré choc. Et ça avait marché. Alors aujourd'hui, plutôt que d'utiliser ce genre d'approche, je dis toujours aux gens, c'est très simple. Fais un jeûne de 3 jours et regarde ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il faille jeûner tout le temps, mais tu verras que tu as un pouvoir sur ton corps, donc tu ne vas pas jeûner plus longtemps, mais après ça, tu vas apprendre à mieux manger. On mange trop aujourd'hui, pourquoi? Et c'est là qu'il faut avoir de la force. On est bombardé de pubs de partout. Ce matin, pour venir au studio, j'ai pris le métro. Il n'y avait pas d'Uber, il pleuvait, puis c'est très agréable le métro. Hors heure de pointe. Il y avait des trucs partout, je pouvais acheter à manger partout. À la sortie, il y avait un type qui vendait. Si j'avais voulu, pour venir ici, j'aurais déjà mangé 2000 calories. Donc, c'est une question de force mentale, c'est de ne pas craquer à chaque fois qu'on voit quelque chose. Donc ça se travaille. Ne pas succomber à la tentation. Et pourtant, cette tentation, elle est omniprésente, et vous l'avez dit, et partout, dans les médias, dans les pubs, évidemment, dans les magazines. Est-ce que vous avez été conditionné justement par les publicités de magazines qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, et vous en profitez aussi de ces magazines? Alors, moi, j'ai rien contre les magazines, parce qu'en général, ils parlent pas mal de moi et c'est plutôt sympa. C'est juste qu'il faut bien qu'ils vivent, ces magazines. Donc, ils ont de la pub dedans. Donc, et souvent, la pub, c'est de la nourriture ou des produits de beauté. Alors, à la rigueur, c'est ce que je dis. Et quand on me dit « ah, mais tu sais pas avoir de plaisir ». Par exemple, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de toute ma vie. Je n'ai jamais fumé. Idem. Voilà, très bien, bravo. Et on me dit des fois, tu sais pas t'amuser. Enfin, la dernière sur une piste de danse, quand on sort, c'est moi. Et je m'éclate tout autant je peux être très clown. Et donc, je vois pas trop l'intérêt. Quand on sait comment, alors si on parle à un moment de biohacking, mais comment ça fait vieillir et accélérer le vieillissement,
Et comment ça baisse aussi la volonté. On fait des choses quand on a bu, qu'on n'aurait pas forcément fait quand on n'a pas bu. Donc finalement, on se rend compte que voilà, boire, ce n'est pas forcément idéal sur tout plein de plans. Et ce n'est pas se faire plaisir que de se goinfrer de 14 macarons. Donc après, c'est une question de reporter le plaisir sur autre chose. On peut faire ce qu'on appelle de la projection. C'est-à-dire qu'au moment où on va aller acheter les 14 macarons, parce qu'on passe tous les jours devant la boulangerie, on peut se dire, dis donc, la dernière fois que tu t'es vu en bikini, tu t'es trouvé canon, est-ce que tu as envie de bousiller ça? Ça peut être ça. Truc tout bête, moi quand je fais mes courses, tous les jours j'ai acheté un petit bout de chocolat, un truc là, une petite boule, je vais pas la noter, mais de chocolat. Je savais pas que ça faisait environ 90 calories cette chose-là. Une par jour, c'est pas énorme, je bouge beaucoup. Mais une par jour. Sauf que sur 1000 jours, c'est pas beaucoup, ça paraît beaucoup, ça fait 3 ans, mais si on en prend 3 par jour, parce qu'on y va 3 fois, ça fait 1 kilo de gras. Ça paraît rien, mais au fur et à mesure. Donc ce sont des tout petits trucs. Donc je dis aux gens pareil, ça, on peut apprendre à ne pas piocher de partout et prendre soin de soi. Alors, justement, c'est cette fameuse méthode biohacking que vous mettez en place et qui permet aujourd'hui de prendre conscience de certaines choses. Vous allez nous donner la définition précise du biohacking. Qu'est-ce que le biohacking? Mais surtout, vous dites une chose, vous dites « je ne refuse pas de vieillir, je refuse de penser comme une vieille ». Oui, c'est ça. Il y a 2 certitudes dans notre vie. On va mourir et on va vieillir. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. Mais moi, je suis d'avis qu'on peut déjà prolonger notre vie, et 2, faire en sorte qu'on vive jusqu'à la fin très bien. Un peu comme dans un film avec, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus, en tout cas ça c'était Just in Time, où en fait on ne payait pas avec de l'argent, on gagnait notre vie en années de vie. Exact, et qui était mis sur l'avant-bras. Oui, je me souviens très bien. C'est un petit peu ça pour moi l'idée, ce serait qu'on arrive à la fin, puis pouf, c'est fini, mais jusque-là on a vécu une très belle vie. Alors le biohacking c'est très simple, il y a 2 choses à distinguer. Il y a d'un côté l'épigénétique, dont vous avez peut-être entendu parler, et comment modifier l'expression de nos gènes avec lesquels on est né. Et le biohacking, c'est comment repousser nos limites mentales et physiques en faisant plus de choses pour nous qui sont bien. C'est pas forcément, c'est en partie de modifier l'expression de nos gènes, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc en fait, l'épigénétique qui avant faisait beaucoup de bruit, maintenant c'est une toute petite partie de tout le biohacking. C'est votre maman qui avait mis en place sa propre méthode de biohacking? Non, ça c'est moi. C'est vous? Ça c'est moi. Ça, directement? Moi, ça fait presque 20 ans que j'en fais sans le savoir, mais ça fait 10 ans que ça a un nom. Voilà. Le biohacking, alors c'est vrai qu'en France, on n'entend pas énormément parler. Il y a eu pas mal d'articles dans les magazines. D'ailleurs, j'étais dans les magazines spécialisés. Là, qui vient de sortir. Non, Elle, Marie-Claire, enfin des magazines féminins. D'accord, féminins. Mais effectivement, c'est souvent pris. Vous savez, alors franco-français, on n'aime pas les suppléments en France. C'est-à-dire qu'à part la vitamine C, dès que vous dites que vous en prenez autant que moi, on va vous dire mais si tu manges bien, tu n'en as pas besoin. C'est souvent ce qui revient. Et ce que j'explique, c'est que si on mange bien, je vais avoir une vie normale. Et si je mange biohacking, j'aurai une vie optimale. C'est pas la même chose. Et donc, c'est vrai que moi, je teste beaucoup de choses parce que j'ai accès aussi à pas mal de trucs. Puis, j'ai vraiment pas peur de tester sur moi pas mal de techniques. Et le biohacking, pour moi, c'est l'avenir. L'avenir des gens qui se posent des questions. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous entendrez souvent des gens vous dire le cas d'une personne qui a bu 3 verres de Javel pour je ne sais pas quoi. Bon, non. Si on fait du vrai biohacking, on renforce encore, de la façon stronger dont je parle, on révèle encore plus sa force. On va encore plus loin. Alors, juste une image, celle-ci. Que vous acceptez que je diffuse. Ah, mais oui, c'est pour ça que je la mets. C'est vous? Oui, c'est moi. Avant, après? Oui, enfin, c'est pas en 2 semaines. Oui, évidemment. évidemment. Mais elle est contente, elle est ronde, elle est contente, elle est mal coiffée, avec un gros t-shirt moche. On ne se met pas en valeur d'ailleurs à ce niveau-là. Et voilà, mais je m'aime mieux à droite. Évidemment. Ouais. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, si je poste ça sur les réseaux, tiens, je vais faire un test, je le poserai demain ou après-demain, je vous garantis que plein de gens vont dire « Non, mais t'avais l'air bien quand même, hein. T'étais bien, hein, faut pas rejeter ton corps. » Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que... Alors, je ne sais pas mettre le doigt sur l'instant précis. Je pense qu'il y a eu un amalgame de plein de choses qui se sont passées, mais je pense que c'est à ce moment-là où j'ai quand même beaucoup plus lu au niveau santé, bien-être. Déjà, être obèse ou obèse morbide ou même en grand surpoids, c'est pas bon pour nous au niveau santé. C'est pas une question de je veux être belle sur une couverture de magazine. C'est que c'est pas bon. Donc je ne veux pas pousser les gens à se dire ah ben je fais 150 kilos et je m'aime comme je suis. S'aimer, c'est aussi en prendre soin. Donc moi je ne pratique pas le body positif dont on parle beaucoup, je pratique le body respect. Je respecte mon corps, j'en prends soin. Ça ne veut pas dire que je vais être canon sans petit ventre ou sans vergeture, sans machin. Ça veut dire que j'aurai mis le maximum de chances de mon côté pour être top et je refuse les excuses. Toutes les excuses que j'entends en permanence de c'est dans la famille, j'ai du diabète, je ne peux pas faire ça, je refuse. Zéro excuse. Zéro excuse. Le fameux zéro excuse. Ouais. Quand on veut démarrer dans le biohacking, on commence par quoi? Oh, on vient me voir. Alors, biohacking, c'est tellement large qu'il y a plein de choses. Par exemple, si on a accès à un sauna,
faire 3 saunas par semaine, attention, consultez votre médecin, etc. Voilà. Ça aide énormément à libérer les toxines du corps. C'est un bout du biohacking. Si vous avez accès à la cryothérapie, fantastique. Après, je ne parle pas de prix, je ne sais pas combien ça coûte en France. Oui, mais parce voilà, que c'est ça, on va vous faire tout de suite la réflexion. Oui, mais bon, elle a les moyens de faire ça. Et combien ils ont dépensé en cigarettes et en alcool d'apéritif, on en reparlera, c'est une question de choix là encore. Bonne suggestion. Non mais c'est vrai, on me dit tout le temps c'est cher. C'est vrai. Si vous prenez votre apéro 2 fois par semaine avec des copains dans un café, vous mettez cet argent de côté, vous payez une séance de cryo à la fin du mois. Donc ou même 2 fois, enfin, c'est un choix. Cryo, ça c'est pas très cher chez nous, c'est $50, vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est 5 paquets de cigarettes pour ceux qui fument, voilà. Vitamine C, tout bêtement, je veux dire un petit gramme par jour et on relance la production de collagène, on relance plein de processus qui ont besoin de vitamine C, donc c'est fantastique. On apprend d'ailleurs avec moi que la vitamine C n'est pas un excitant et qu'on peut la prendre le soir, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis tant d'années. Est-ce que vous savez pourquoi les gens pensent que c'est un excitant? Allez-y. C'est une erreur d'étiquetage, une erreur d'impression en 1937, quand Bayer a produit la première vitamine C synthétique. Il savait que la vitamine C rentrait un petit peu dans le processus de la fabrication d'énergie, ATP énergie. Et donc, sur le paquet, ils avaient dit au cas où on écrira peu excité. Et ça s'est évolué au fil des années, si bien qu'on a des gens aujourd'hui qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je mange une orange le soir, je ne dors pas. » Exactement. Il y a une étude médicale de menée avec des jus de fruits d'orange, un avec et un sans vitamine C. Ceux qui pensaient qu'elle faisait dormir ont dit « Sans la vitamine C dans le jus d'orange, on dit « Oh là 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 là, j'ai pas pu dormir. » Enfin, que ça a été marrant parce que c'est tout dans la tête, en fait. Ce qui veut dire que la transformation que l'on voit notamment sur cette photo, c'est le biohacking qui a fait la différence? Le biohacking avant même que je sache ce que c'était. Exactement. En fait, dès que j'ai pris conscience de la force que j'avais sur mon propre corps, parce que personne ne peut le faire à ma place, j'ai fait tout ce que je trouvais déjà. Les suppléments, le sport, manger bien, réduire à fond tout ce qui est glucides, les biscottes, le pain, ça. Donc ça a été progressif. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont quelques failles dans d'abord dans leur croyance et puis dans la force de ce mental-là, ont besoin d'être accompagnés? Oui. Alors, je sais qu'en Europe, surtout en Europe du Sud, France, Italie, Espagne, j'aime bien mettre les 3 pays ensemble, il y a encore un peu de honte à se faire accompagner. Souvent, les gens me disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas besoin de coach. » Mais moi, j'en ai un de coach. Et pourtant, je suis plutôt quelqu'un de fort. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui nous aiguillonne de temps en temps, nous pique un petit peu les fesses ou un petit coup de pied, mais aussi nous apprenne des choses. Donc, effectivement, le biohacking, c'est tellement large, ça peut faire peur au début. Les gens se disent « Ah, mais je ne peux pas tout faire. » Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Mais on peut commencer progressivement et être accompagné. Et moi, je fais du coaching en biohacking public, sur les réseaux, puis en privé. Ça aide énormément. Un truc tout bête, je ne sais pas si vous regardez mes stories sur Instagram, mais je voyage pas très léger. Pourquoi? Parce que j'ai une valise, c'est quasiment que mes appareils de biohacking que j'emmène avec moi, dont un énorme matelas de thérapie par lumière rouge que je trimballe partout avec moi dans le monde. Quand on devient biohacker, après, on a une addiction, mais c'est plutôt sympa, et on ne veut pas passer un jour sans l'avoir fait. Idée reçue sur le biohacking. 1, se faire coacher, ça coûte cher. Oui, alors déjà, il y a plein de choses. Enfin, attention aux réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de suggestions idiotes. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des influenceurs qui font la promo de quelque chose ont été payés pour le faire. Faire très attention à ce qu'on trouve, mais il y a quand même, si vous venez sur mon compte, moi je ne suis pas payée pour mon contenu, vous pouvez venir voir, c'est du sérieux. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui passe son temps à étudier comment ont été faites les études. Donc ça, il y a des livres, enfin surtout moi, vous pouvez venir me voir en coaching. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas écouter la dernière tendance à la mode, il faut se renseigner. Ça, c'est important, c'est avoir un cerveau quand même. Ouais. Parce que là aussi, en termes de marketing, d'influence, on est quand même abreuvé de toutes parts. Mais je dois avoir 1 ou 2 exemples. Il y en a il y a une autrice qui écrit pas mal de livres sur le glucose, qui est très connue, qui a paniqué les gens pendant une dizaine d'années en leur faisant penser, attention, si jamais tu as des fluctuations de sucre dans le sang, c'est la catastrophe, alors que c'est prévu pour. Et qui, après avoir paniqué tout le monde, maintenant vient sortir un supplément pour éviter ces fluctuations de sucre. Et certains biohackers ont repris cette information parce qu'ils sont financés par le laboratoire et tout. Il faut faire attention, il faut étudier. Ou, par exemple, il n'y a pas très longtemps, partout dans les médias, vous l'avez peut-être vu, et surtout en France d'ailleurs, il y avait un titre énorme. Jeûner 18 heures ou 16 heures par jour, le jeûne intermittent entraînerait une augmentation des morts cardiovasculaires de 91%. Mais il y a une polémique hallucinante sur le jeûne. J'ai dit, attends, mais il ne peut pas y avoir de polémique là-dessus. On entend tout et son contraire. Non, mais ça, c'est en plus, moi j'ai lu l'étude. L'étude était faite en déclaratif. C'est-à-dire que les gens disaient, ouais, je crois que la semaine dernière, j'ai jeûné 3 jours. Ce n'est pas une étude. Sauf que c'était partout. Donc, quand on fait ses devoirs, on va regarder ces choses-là. Bien étudier les choses et donc évidemment bien venir chez moi parce que je les étudie pour vous. Bien accompagné. Alors évidemment, la question qu'on va vous poser, ça coûte cher un coaching de Valérie Arsenis? Un coaching privé avec moi, c'est pas donné, mais c'est moins cher que mes concurrents. Voilà, ça c'est fait. Et alors, au travers donc de cet ouvrage, évidemment, c'est quoi? C'est pour restructurer son mental,
restructurer sa force ce mentale, c'est tout un travail d'éducation à remettre en cause? C'est vraiment une maison, en fait. En fait, on regarde et on se dit, tiens, j'ai peut-être pas les fondations. Donc, avant de se dire, je vais aller faire l'Everest, on va se dire, bah, tiens, je vais d'abord faire la petite colline d'à côté. Donc, on travaille d'abord sur les fondations. Comment est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'on est tous différents. Est-ce qu'on a eu des traumas dans notre vie? Est-ce qu'on est handicapé, physique ou mental? Tout ça, vous l'étudiez en amont? Il faut le travailler avant. Il faut savoir d'où viennent chacun a ses problèmes différents. Mais ce qu'il faut vraiment cultiver, ça c'est bon pour tout le monde, c'est le no excuse. Peut-être que tu pourras faire que 10 pas aujourd'hui. Moi, j'ai une cliente qui a été dans une chaise roulante toute sa vie. J'ai commencé à la coacher, elle avait 65 ans. Elle était à sa chaise depuis qu'elle avait 25 ans. Elle a réussi à faire 3 pas. 3 pas pour l'humanité. Pour moi, c'est rien 3 pas, pour vous, pour personne. Et pour elle, elle est sortie de la chaise, elle a fait 3 pas. C'était son no excuse, c'était son unstoppable, c'était fantastique. Maintenant, elle en fait quelques-uns tous les jours. C'était énorme. Elle ne fera jamais mes montagnes. Mais c'est pas grave, elle a fait sa montagne. Donc en fait, c'est trouver son objectif et refuser de ne pas avancer. Si on ne bouge plus, on meurt. Et l'objectif, et les arguments aussi qu'on peut vous opposer, c'est de dire oh, c'est pas à mon âge que je veux m'y mettre. Ah oui, ça on me le dit. Alors ça, c'est franco-français. Je ne sais pas pourquoi il y a une obsession de c'est trop tard. Oui. Mais c'est jamais trop tard. Ah, bien évidemment, si vous avez pris 50 ans de soleil sans protection, que votre peau est abîmée, vous allez avoir du mal à la rendre très jolie. Oui. Mais vous pouvez quand même faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. C'est jamais trop tard. Alors, vous l'aurez compris aussi, Valérie, elle a ce dynamisme qui est quand même extrêmement communicatif. Il va se lever, il va faire des jumping jacks dans 2 minutes. Mais ça donne envie. En tout cas, ça donne envie et cette prise de conscience est fabuleuse. Dans votre livre, évidemment, il y a cette force dont vous parlez au travers de l'échec, au travers du pouvoir, du mental également. Et ce mental aussi qu'il faut faire taire. Celui qui est le noir, le côté sombre de la force. Le côté obscur de la force, comme on dit. Oui, alors c'est vrai qu'il faut le bâillonner, mais ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais le laisser parler, parce que ça va me permettre de comprendre comment dans mon subconscient, là où je n'ai pas accès à ces pensées, ce qui peut se passer. Donc écouter ces pensées sombres qui te disent « non, tu ne peux pas y arriver ». C'est pas mal, parce qu'après ça va me donner cette force en me disant bon, « il y a cette pensée qui tourne, comment je peux l'attaquer? Il y a cette pensée qui tourne, comment je peux l'attaquer ?» Et je vais donner 2 exemples tout bêtes. Moi, j'étais toute petite, j'ai eu le problème de poumon, j'ai des poumons très fragiles, pas très forts. Je fais de la haute montagne. Donc, quand mon cerveau me dit « tu ne peux pas y arriver, tu sais que tu as ça, etc. », je me dis « c'est vrai, je vais faire plus d'entraînement pour les poumons, plus d'entraînement cardio. » Donc, plutôt que de dire ouais, « c'est foutu », je vais faire plus. Même si on me dit « ne le fais pas, j'y vais, je suis un vrai bulldozer, on ne m'arrête pas ». Mais l'idée, c'est de se dire on a tous des handicaps, quels qu'ils soient, des problèmes. Et il faut les prendre à bras-le-corps. Mais il ne faut pas les laisser dans un petit peu, je ne sais pas comment dire en français, se développer dans le subconscient, parce qu'après, ils nous détruisent. Après, vous avez des gens qui ont toujours des excuses. Il y a des gens, c'est hallucinant. Vous leur parlez un lundi, ils ont mal au petit doigt, le mardi, ils ont un problème cardiaque, le mercredi, ils ont une otite, le jeudi, ils ont une crève. Il y a toujours une excuse pour ne pas bouger. Dans ces cas-là, je leur dis, c'est pas grave, tu fais des abdos hypopressifs assis, ça au moins tu peux le faire, quelle que soit ta situation. Est-ce que justement, vous qui ne lâchez rien, vous vous êtes retrouvé face à des coachings où vous avez lâché justement parce que de toute façon, en face, ça ne venait pas? Il y a des gens qui ne sont pas coachables. Il y a des gens qui ne sont pas coachables. Il y a 2 catégories de gens non coachables. Ceux qui disent toujours non à tout et qui sont persuadés de tout connaître. Et ceux qui sont persuadés que pour être coaché en minceur, bien-être et biohacking, il faille parler à une blouse blanche. Pas oublier aujourd'hui que le biohacking n'est absolument pas enseigné où que ça soit, que beaucoup de médecins en ont peur, ils racontent tout et n'importe quoi dessus, donc il faut faire attention. Ces 2 catégories de gens, moi, dès que je leur parle la première fois, je leur dis « toi, je te coache pas, il n'y a pas de possibilité, tu es trop braqué. » Et vous le ressentez tout de suite? Oui. Alors, la force, et notamment la force du mental, au travers de l'échec. Parce que ça aussi, justement, le mental reprend le dessus quand on est face à un obstacle, précisément, ou face à une dualité ou quelque chose qui nous empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous préconisez face à l'échec? Alors, il faut faire attention à la définition de l'échec. Je reprends la montagne, j'adore parce que ça montre vraiment. J'en reviens là. J'étais il y a un mois sur un sommet, même pas 10% des gens arrivent au sommet. Personne ne sait lequel il s'agit parce que c'est un secret. À gauche, 6004, à droite, ça c'était au Népal. Et ça, c'est en Équateur, 6003. Pour quelqu'un qui a des problèmes de poumon, on est pas mal. Hein. Oui, mais là, vous ne le voyez pas, mais je pleure sur la photo de la droite ou de la gauche. Avec mon blouson bleu, je suis en larmes de joie et de souffrance. J'ai vraiment failli arrêter. Ouais. Vous montez, juste une parenthèse, vous montez seul? Alors, j'ai un ami qui est guide, mais je ne pars jamais en groupe. Je trouve que le groupe, soit il est trop rapide, trop lent, en fait, ça me perturbe. J'aime bien faire à votre rythme. Mon rythme. Et donc, le guide s'adapte à votre rythme. Surtout que là, c'est un super ami guide de haute montagne, donc oui, il s'adapte.
Et on sent que, on est toujours dans la parenthèse, mais on sent que c'est une nécessité, que Mais vous c'est avez l'addiction, besoin là. de ça. Je sais déjà quand est-ce que je repars et quand et où. Et toujours à montagne. Ouais. Non, la plongée sous-marine, je fais les deux en fait. Mais un exemple, c'est que le mois dernier, je pars sur une montagne très technique, même pas 10% des gens arrivent au sommet. Je me suis entraînée comme une folle. 2 semaines avant de partir, je tombe de 5 mètres de haut à plat en faisant un entraînement, heureusement sur des tapis, mais quand même le choc fut violent. Je pars, je suis déjà pas en top. J'arrive à me dépasser, j'arrive à 6000 mètres, et là, plein de petits soucis. Et puis, il y a un homme qui est mort sur cette montagne avec mon nom, il y a des plaques partout, à chaque fois, je voyais son nom partout. Enfin, donc tout ça, ça a travaillé, je ne suis pas superstitieuse, mais là, ça m'a un peu touchée. J'avais des problèmes pour respirer, je ne me sentais pas au top. J'ai décidé de faire demi-tour. Eh bien, ça demande beaucoup de force mentale, parce qu'il y a tous ces gens qui vous suivent, qui sont sûrs que vous allez arriver en haut et qui vous disent « Ah non, mais toi, toi, c'est pas possible, tu es obligé d'y arriver, toi, rien t'arrête. » Il y a tous ces gens qu'on pense on va les décevoir. Puis après, il y a moi qui me dis, attends, je ne vais pas me foutre en l'air la santé, la montagne restera. Et savoir faire demi-tour, c'est très difficile. Ben, ça demande une sacrée force mentale. Est-ce que c'est un échec? Non. Ben non, la montagne est toujours là et je reviendrai. Donc j'ai appris d'ailleurs à ce moment-là ce qui m'avait empêché de continuer et je vais travailler là-dessus pour y retourner. L'échec, ça serait de dire, je descends et je ne reviens pas parce que j'y arriverai jamais. Ça serait un échec. Mais de faire demi-tour en se disant, tu sais quoi, c'est pas mon jour. En montagne, il faut quand même s'écouter, hein, parce que c'est dangereux. C'est pas mon jour, et j'y retourne l'année prochaine. Où est le problème? Et l'échec, c'est de ne pas se relever. On sort toujours cette phrase, je crois, de Sylvester Stallone, je ne sais même pas si c'est de lui, où il disait je sais plus, la force mentale, c'est de tomber 6 fois, de se relever 7 fois. C'est vrai. Si tu te relèves, c'est pas un échec. T'as appris. Moi, je me suis fait voler 2 sociétés dans ma vie. Je suis repartie de zéro à chaque fois. L'échec, pour moi, c'était d'avoir mal choisi les personnes avec lesquelles je m'étais associée. Là, c'était la partie échec. Mais la partie réussite, c'est de dire, non seulement je suis tombée, et grâce à ça, j'ai tellement appris que je me suis relevée plus fort. Donc ça, c'est le côté vengeresse, hein, le côté Corse, vendetta. Je te montre de quoi je suis capable. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Si tu étais resté, tu aurais réussi aussi. On a le sentiment que rien ne peut vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce qui vous affecte aujourd'hui? C'est pas des choses qui me touchent, pourrait vous faire renoncer? Parce que moi, ce qui me touche, c'est la misère. La misère des enfants au Népal. Ces choses-là, quand je vois ça, ou en France, j'ai envie d'aider les gens. Me faire renoncer, honnêtement, ça va peut-être paraître arrogant, mais je vais vous dire rien. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un objectif, quel qu'il soit, que je me fixerai. Voilà. Et vous dites d'ailleurs, je n'essaie pas, je fais. Oui, en anglais, ça rend bien. Trying is not enough. J'aime bien essayer. Essayer n'est pas suffisant. Ouais. Je ne supporte pas d'utiliser le mot essayer. Vous avez 2 secondes? Je vous en prie. Un exemple. Un jour, je donne une conférence à New York. Que des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait 200 bonhommes, costumes noirs, business. J'arrive sur le plateau et je ne vois que leur sommet un peu chauviste, en train de se devenir chauve. Dégarni. Voilà, dégarni. Ils sont tous sur le téléphone. Et moi, je suis seule sur mon truc pour donner un speech en business. Je dis, mais c'est de la folie, les mecs ne me regardent pas. Ils s'en foutent. Bon. J'avais des notes. Je déchire mes notes. Mon agent voit que je déchire les notes, mais pourquoi il fait ça? Je dis, je veux partir en... Donc là, tout le monde lève la tête, parce que bien évidemment, j'ai déchiré les notes. Et je leur dis, écoutez, vous ne m'écoutiez pas, là, je vais improviser, j'espère que vous allez m'écouter. Là, ils m'écoutent à moitié, ils se remettent un peu sur le téléphone. Et là, je le dis en chuchotant, est-ce que vous pourriez essayer de vous lever, s'il vous plaît? Bon, il y en a 10 sur 2200 qui se lèvent. Et 2 minutes plus tard, je fais, stand up! Je ne mets pas le try, je ne mets pas là, je mets l'ordre. Ils se sont tous levés sans se poser de questions. Et le cerveau, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, je ne me dis pas dans ma tête, est-ce que je vais peut-être essayer de grimper? Et je me dis, vas-y. Donc voilà. Go. Go. La force de la visualisation aussi, ça c'est important, c'est ce que vous préconisez sur la question que l'on vous pose, comment cultiver votre force. Et vous dites qu'on cultive par la pensée, donc la visualisation. Quand vous allez faire un sommet, je me vois en haut. Vous voyez directement en haut. Et en fait, je me vois en haut. Je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais je raccourcis énormément dans mon esprit la difficulté pour arriver en haut. Il y en a qui me diront, mais non, il ne faut pas que tu oublies que ça va être difficile. J'ai l'impression que de me visualiser en haut en me disant, ça ne va pas être si difficile que ça m'aide. Alors peut-être que pour d'autres personnes, ça ne marcherait pas, mais pour moi, c'est ce que j'utilise. Des semaines avant, quand je m'entraîne, je me visualise en haut, je me visualise en haut, je me visualise en train de me prendre en photo, en train de faire la dernière cordée. Ouais. J'étais en train de me demander, je me dis, l'homme qui partage la vie de Valérie Orsoni, ça doit être difficile. Il est épuisé là. non, je rigole. Ou alors il faut qu'il soit dans la même énergie. En ce moment même, il est en train de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, donc comme quoi. Hein. Chacun, bon, c'est plus soft. C'est plus soft, mais bon, chacun son Everest. Exactement, exactement. La résilience. La résilience, vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Est-ce que vous avez su, est-ce que vous savez faire preuve de résilience? Eh ben, j'en suis la preuve vivante. La résilience, d'ailleurs, la définition exacte,
je ne sais pas comment c'est en français, mais la définition de la résilience, c'est de rebondir, de se dire, absolument. Si cette force interne, et d'ailleurs aussi physique, parce qu'il y a la résilience physique et mentale, c'est de se dire, il m'est arrivé ça, je le mets derrière et j'avance. Et je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans résilience. Si on n'a pas de résilience, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il nous arrive un truc, on baisse les bras. On se dit, bah, j'ai oublié, je ne suis pas capable, j'ai oublié mon rêve. Et je dis tout le temps aux gens, arrête de rêver et fais. C'est stop dreaming, start doing. Hein. Arrête de rêver et commence à faire des choses. Et sans résilience, on avance dans la vie, mais en mode je ne sais pas moi, chenille, tu avances tout doux jusqu'au bout de ta vie. En gros, tu n'as pas de rêve. Moi, j'ai des amis, des gens que je côtoie qui font leur boulot 9h, midi, 2h, 5h. Ils rentrent chez eux, ils sont énervés, ils se mettent devant la télé. Le week-end, ils font la télé. Et je leur dis, mais t'as pas un rêve, quelque chose? Et on me dit souvent, non, avec la vie que je mène. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a un moment où la résilience, elle a été touchée par le fait qu'on est rentré dans ce jeu de la société, où on a un job, on a en général les cartes de crédit, des crédits à payer. Donc on passe notre temps à être dans la petite roue du hamster, à travailler comme des malades là, sur le tapis roulant, et on est épuisé. Et pour cultiver la résilience, pour ces gens-là, c'est plus difficile, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le dimanche, où d'habitude, on ne fait pas grand-chose parce que c'est dimanche, à partir de maintenant, on va aller faire une rando en famille, par exemple. Ça commence des petites choses, hein, mais ça va changer au niveau mental. Vous parliez justement tout à l'heure de cette force mentale et de ce zéro excuse, comme on dit. Quand on est une maman, on est hyperactive comme vous l'êtes, est-ce que vous inculquez ça à votre fils? Alors oui, alors c'est très amusant parce que des fois, il a eu des périodes où il ne faisait rien et je me dis, c'est pas possible, c'est pas mon fils. Puis des fois, où il y a des périodes où il va me dire, je suis parti courir 12 km, je fais de la muscu, etc. Il a récupéré la résilience mentale, ça c'est évident, et physique, mais en accordéon quand il a envie. Mais il a dans sa tête toujours, et ça, c'est les parents qui lui ont transmis, l'envie de se faire du bien au corps. Ça, il n'y a que les parents qui peuvent le transmettre. Et le fait de faire le yo-yo comme ça, c'est compatible avec le biohacking? Alors non, mais il est très jeune, donc il peut se le permettre. Ouais. Et là, il arrête son yo-yo. D'ailleurs, il m'a dit, non, en biohacking, on essaie vraiment, enfin on n'essaye pas, on fait d'avoir un corps en permanence, maximum en optimal, en évitant les sorties. Parce que toutes ces modifications, ça fatigue le corps. Voilà, sauf si vous faisiez 150 et vous descendez à 60 kg, c'est différent. Mais si vous faites le yo-yo, néanmoins, un yo-yo à 10% de votre poids, ce n'est pas la fin du monde. Je vois souvent, surtout en hiver, en France, 2 ou 3 médecins qui sont tout le temps là en France. Je ne sais pas pourquoi on prend tout vieillissant, on ne prend pas de médecin neuf, pourquoi pas, mais qui vous dit chaque année, ah non, mais si vous prenez 10% de votre poids, genre 5 kilos pour quelqu'un qui fait 50 ou autre, et c'est horrible, vous abîmez votre corps. Non, on est quand même prévu pour ça. Moi, je parle de très grosses fluctuations. Donc, pour le biohacking, c'est sur la longueur? Oui. Votre accompagnement se fait toujours sur la longueur? Toujours sur Alors, des fois, je fais des consultations ponctuelles pour des questions très précises en supplémentation, mais en dessous de 6 mois, on ne peut pas mettre en place un bon style de vie. Les études sont imparables là-dessus. Il faut 6 mois pour mettre en place une bonne habitude. Donc, si on suit quelque chose 3 semaines à un mois, c'est sympa. Ça ne change pas notre vie. Alors, c'est là où c'est assez incroyable parce qu'on entend tout et son contraire. Certains vont vous dire qu'il faut 21 jours pour que le cerveau s'adapte à une nouvelle façon de travailler ou de penser. D'autres vont dire qu'il faut effectivement un trimestre, donc 3 mois. Vous vous dites qu'il faut 6 mois. Moi, c'est simple. Je me base sur la plus grosse étude sur ce domaine qui a été menée par l'université de Berkeley il y a 15 ans, donc c'est pas jeune, hein, sur des milliers de femmes, mais des milliers. Hein. Alors là, on parle de la minceur. Hein. Ils ont fait 2 groupes, c'est simple. Un groupe à qui on a balancé tout ce qu'il fallait faire, et un groupe où on donnait les informations au quotidien ou hebdomadaire sur plusieurs mois. Les 2 premiers mois, le premier groupe qui a tout fait avidement a perdu plus de poids. D'accord ? Mais au bout de 3 mois, le côté nouveau, c'est un peu émoussé, il y avait trop de trucs, c'était un peu overwhelming, et trop. Et là, ils se sont ralentis, ils ont un peu perdu pied, ils ont perdu leurs bonnes habitudes. Alors que le groupe des 6 mois a mis une petite habitude en place régulièrement, mais tellement doucement, que non seulement à la fin des 6 mois, ils avaient perdu plus, mais qu'au contrôle 12 et 18, c'est ceux qui ont continué de perdre avec encore plus de bonnes habitudes. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, le renouvellement cellulaire, combien de temps il faut, mais même pour le cerveau, pour prendre une habitude, sinon ça veut dire qu'on arrêterait de fumer en 21 jours et que ça ne reviendrait jamais. C'est faux, c'est la meilleure preuve. Hein. Donc non, il faut bien 6 mois pour vraiment mettre derrière soi les mauvaises habitudes. Et je ne parle pas des addictions, drogue, cigarettes et alcool, je parle des habitudes saines. 6 mois, rééquilibrage alimentaire? Oui. Activité physique? Oui. On peut commencer tout de suite, hein, mais ça prend du temps pour que l'habitude reste. Ouais. What else? What else? Le travail mental. Ouais. Tous les jours, il faut avoir un mantra qu'on va se répéter. Mais n'importe où. Moi, je suis venue en métro. Dans le métro, j'avais mon mantra qui venait. Qui est? Alors, c'est secret, un mantra. Mais il est en plusieurs langues, le mien. Je mélange 3-4 langues en même temps.
sur le sommet de ma vie et je me le répète en boucle. Okay. Et pendant que je le répète, puisque le cerveau ne peut rien faire d'autre, il ne pense qu'à ça. Et donc ça devient qui je suis. Et lorsque vous faites un mont, vous avez ce mantra aussi? C'est le même mantra. Quand la difficulté est là? Ouais. En fait, il n'y a rien dans la vie, normalement, que l'on ne puisse faire pour 45 secondes, pendant 45 secondes. Donc je pars du principe, quand ça devient très difficile, je compte jusqu'à 45. Donc je remplace le mantra par 1, 2, 3. Et ça devient méditatif. Hein. Au bout d'un quart d'heure à répéter des chiffres, je le fais en plusieurs langues, mais quand même. Ça, c'est une façon aussi de traverser les moments qui nous embêtent dans la vie et qui sont durs, en changeant l'endroit. Au lieu de se dire, c'est dur, j'arrive pas à respirer, j'ai mal, bah, je compte. Autre technique que vous abordez dans votre livre aussi, Valérie, c'est la méthode TOP. Oui. Ce que vous appelez technique d'optimisation du potentiel. C'est beau, non? Top. Top. En anglais, c'est top. Oui, alors, j'aime bien utiliser ce genre d'approche parce que dedans, il y a de la visualisation, du travail sur papier. C'est vraiment une approche très concrète. J'aime beaucoup aussi écrire pour optimiser son potentiel. Ce qui est très, très bien aussi, c'est d'écrire sur le papier avec la main. La connexion cerveau-main très importante par rapport au clavier. Là, on est déconnecté. D'écrire vraiment ce que l'on cherche à faire. Et ça permet, en le lisant en permanence, là encore, le cerveau est bombardé en permanence parce qu'on a envie d'optimiser dans notre vie, on va se transformer. Être exposé à des messages, vous savez, on peut des petits post-it chez soi. Si en permanence, vous voyez « je suis moche, je suis nul, je suis grosse, je suis laide », waouh, le cerveau ne voit que ça. Si en permanence, vous voyez « je suis intelligente, je peux y arriver, je vais y arriver », etc., c'est motivant. Et ça, vous avez fait ce principe? Vous les avez toujours à la maison avec les post-it? Oui, bien sûr. C'est vrai? Pour la montagne, la prochaine que je vais faire, j'ai déjà des post-it qui apparaissent partout. On a du mal à imaginer que ça puisse avoir un impact. Mais si. Alors ça, par contre, les études sont... Alors là, pour le coup, on trouve une quantité d'études, notamment par la clinique de Cleveland, qui est très, très avancée là-dessus. On trouve plein d'études sur l'impact de la visualisation, comment on dit en français, de la vision de ces messages sur le cerveau. On a fait l'étude inverse, ça a été menée en Allemagne, où on faisait voir aux gens des messages négatifs plusieurs fois par jour sur eux-mêmes. Et un interview 2 semaines plus tard de ces gens-là a montré une perte assez importante de l'estime de soi. L'estime de soi, oui. L'inverse a été vrai, donc on a montré à des gens des messages positifs et ils se sont sentis très très bien au bout de 2 semaines. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient transformés, c'est incrémental quand même, mais ça marche. Et on a montré aussi, c'était assez amusant, des enfants qui pleuraient à des gens plusieurs fois par jour sur 2 semaines. Au bout de 2 semaines, pas les leurs, hein, d'autres, au bout de 2 semaines, ces gens-là étaient plus tristes. Donc ça montre bien que ce que l'on voit nous transforme. C'est pour ça que je ne regarde quasiment jamais la télé, très très peu, que pour des émissions comme ça où on apprend quelque chose, mais je ne regarde pas de séries ou machin, parce que je veux que mon cerveau ne reçoive que les images que je veux, pas qu'on me balance de la guerre, des combats, des machins. Des conflits. Donc ça joue autres, beaucoup dans l'optimisation de son potentiel, c'est de décider ce que je bombarde dans mon cerveau, c'est moi qui le choisis. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de tout de ce matraquage, c'est compliqué. C'est simple, il suffit de ne pas suivre les mauvais comptes. Vous ne suivez qu'un compte, le mien. Et là, vous aurez que du bon truc. Vous avez vu la différence entre vous et moi? C'est que vous terminez la phrase en disant « c'est simple ». Moi, je dis « c'est compliqué ». Vous êtes français, vous ne pouvez pas vous refaire. Vous l'êtes aussi. Mais moi, je suis américaine. Ouais. Vous avez la citoyenneté américaine maintenant? Ah oui. Ben, je voulais voter, donc il fallait que je devienne américaine. Ok. Mais vous êtes un très bel exemple. À la fin de votre phrase, vous avez dit « c'est compliqué ». Je refuse. C'est pas compliqué. Toute chose compliquée, on la coupe en plein de petits morceaux et chaque morceau sera simple à comprendre. C'est sûr que si on met tout d'un coup, si je bombarde quelqu'un en hélicoptère au pied de l'Everest, le type regarde et se dit « oh, je ne vais jamais y arriver ». Maintenant, il commence à marcher depuis le départ, il arrive doucement, il s'approprie le problème, il le casse en petits morceaux, voilà. Dans votre ouvrage également, et cette force du mental que vous nous permettez d'acquérir, en cas de travailler pour arriver à ce niveau-là, vous parlez de l'entourage. Oui. Vous parlez de votre mari tout à l'heure, de votre fils. Et que faites-vous face à un entourage qui n'est pas dans cette dynamique-là? Alors, il y en a. Alors, on ne peut pas les éliminer physiquement. Ce n'est pas ce que je vais... hein, mais je vais employer le mot « éliminer ». Donc, je précise, nous ne faisons pas un préquel pour un fait entrer l'accusé. C'est simplement qu'on les élimine au sens... Déjà, les réseaux sociaux, on ne les suit pas sur les réseaux sociaux, ces gens-là. Ouais. On limite nos contacts au maximum. On enlève... Alors, ça dépend si c'est des amis ou la famille, mais leur numéro de notre téléphone. On ne veut aucun contact. On élimine au maximum ces vampires d'énergie. Ce sont des vampires d'énergie. Hein, ils prennent toute notre énergie et la détruisent, la piétinent. Donc, on limite au maximum les contacts avec ces gens-là. Si on se retrouve à des réunions de famille avec ces gens qui vont vous juger, alors il y a 2 attitudes. La mienne qui est corse, où je peux m'énerver en disant bah, « c'est bon, tu te tais, va faire un truc et on en reparlera ».
Vous pouvez simplement ignorer. Tu tournes la tête, la personne te parle, t'écoute même pas. C'est vraiment arriver à se protéger. Vous aurez surtout en France les gens qui vous diront « Ah non, mais moi, c'est pas possible, moi, c'est compliqué parce que moi, machin ». Il y a forcément quelque chose à faire. Il y a un truc, après, il y a les boules qui hein, ça peut marcher. Mais sinon, c'est vraiment arriver à repousser au maximum ces gens, ne pas leur parler. Parce que souvent, on est responsable. On sait que cette personne ne nous aime pas, ou nous critique, ou est jalouse. Très souvent, d'ailleurs, les frustrations viennent de la jalousie des autres. Hein. Et on continue de communiquer. Mais non, parce qu'en communiquant, on leur donne notre énergie positive et on récupère leur énergie négative. C'est niette. Est-ce que vous avez des frustrations? À titre personnel, non. Ah si, à la rigueur, en montagne, j'aimerais bien pas avoir mes problèmes de poumons, ça me frustre. Mais je l'ai tellement accepté que je le considère même pas en frustration. Ça fait partie de qui je suis, c'est comme ça. Les frustrations, ça nous empêche d'avancer. Frustration, c'est négatif. Frustration, c'est quelqu'un qui va dire c'est compliqué, je suis frustré, je me moque de lui. Mais, et oups. Non, frustration, faut les supprimer. Faut les écrire sur un papier. Et après, le papier, soit on le met sous le haut, soit si on a une cheminée dans la cheminée, mais on détruit physiquement ce qu'on a écrit là. On le détruit. Et pour chaque sujet, on trouve une solution. Moi, je suis toujours fasciné par ce genre de personnalité que vous êtes, parce que je le dis souvent et je l'ai déjà dit, je ne devrais pas m'auto-flageller comme ça, je me dis, je m'auto-soule. Je m'auto-fatigue de penser comme ça. Alors que vous avez cette force de caractère qui est extraordinaire. Ça se travaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais à un moment, j'ai dit, je vais essayer, puis je me suis relevée, je me suis corrigée. Et ça, vous pouvez le faire. À chaque fois que vous dites, c'est compliqué, ah non, c'est pas compliqué parce que... Et là, le cerveau, à chaque fois, il a le réflexe de l'enlever, ce truc-là. Et ça, chaque personne a sa phrase un peu négative. C'est à nous de... Il y a une phrase que j'aime beaucoup poser à mes invités, qui est la suivante, et je serais curieux de connaître votre opinion. Le fameux « quand on veut, on peut ». Oui. Vous êtes adepte de ça? Complètement. If there is a will, there is a way, on dit en anglais. S'il y a la volonté, il y a une façon. On ne va pas forcément y arriver de la façon normale. Peut-être qu'on va prendre des détours, etc. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi. Dans le développement personnel, il y a beaucoup de gens que ça saoule, ça. Hein. Non, mais il ne faut pas le dire n'importe comment. Moi, je veux bien faire les Jeux Olympiques, mais je ne peux pas. Enfin, il faut pas non plus... Il faut l'appliquer à quelque chose de faisable aussi. Alors, quand on veut, on peut. Le problème, c'est que c'est tellement utilisé dans... Galvaudé. Galvaudé. C'est pas galvanisé, c'est galvaudé, de chercher le mot. C'est tellement utilisé dans des domaines où ça n'a aucun sens. Quand vous dites à une personne qui est obèse, morbide, ah ben, si tu veux, tu peux, c'est pas simple. Parce que si ça fait des années qu'elle est en obésité et qu'elle a une addiction au sucre, ce qui est très souvent le cas, et que tu lui dis quand on veut un peu, c'est très insultant pour elle. Très insultant pour une personne en surpoids de lui dire si tu veux, tu peux. C'est plutôt si tu veux te transformer, tu peux trouver les techniques et les moyens. Je trouve que la phrase est trop courte en fait. Donc moi j'aime mieux dire le no excuse, pour moi c'est un peu plus élégant. Parce qu'en plus, quand on veut, ou quand tu veux, tu peux, c'est très accusateur. Donc je préfère dire no excuse, unstoppable, j'y arriverai à ma manière. Mais c'est vrai qu'in fine, ça peut être un petit peu ça. Ouais. Les gens qui sont fatigués par ça, ce sont des gens qui refusent de progresser, et qui se cherchent des excuses pour ne pas avancer. Au lieu de se dire je vais me bouger, ils vont dire attends, il m'a dit quand tu veux, tu peux, ça m'a tellement énervé, du coup j'avance pas. Bon, c'est vrai, ça peut faire l'effet inverse. Exactement. Ouais. Il y a vraiment des choses étonnantes dans ce que vous proposez et dans ce que vous préconisez, parce qu'on sent aussi que si on choisit un coaching de Valérie Orsoni, tu vas bouger. Il va y avoir du mouvement. Ça va bouger. Même dans une chaise, je vous dis, je fais bouger les gens, même dans une chaise roulante, il y a tout le temps quelque chose à faire. Un fauteuil, je crois qu'on dit. Mais l'idée, c'est que les gens qui viennent se faire coacher avec moi, il y a des hommes et des femmes, mais beaucoup de femmes, ces personnes ont décidé de changer. Elles ont souvent testé plein de choses avant. Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'en général, moi, je suis le dernier recours. Je récupère des gens blessés par pas mal d'autres trucs avant. Mais elles savent qu'on va faire des choses qui sortent de l'ordinaire, mais elles arriveront au résultat final, ça c'est garanti. Ouais. Il y a une date? Après, ça dépend. Il faut que ça soit faisable. Bien sûr, encore une fois. Mais alors, c'est le côté objectif. Il faut un objectif. Si on dit à quelqu'un, je vais faire un truc pour me sentir bien, en biohacking, on fait plein de mesures de son âge, de son corps, de ses machins. Et ça fait partie des objectifs. Alors, certains diront, attends, la planète va mal et toi, tu es obsédé par ça, chacun son obsession. Mais on ne peut travailler que sur quelque chose que l'on peut mesurer. S'il n'y a pas de mesure, on ne peut pas bosser. Il y a un autre trait de votre personnalité, de votre caractère, en tout cas de votre notoriété qui a fait son succès, c'est les personnalités que vous avez accompagnées. Ce qui est marrant, c'est que je n'en parle jamais pour deux raisons. D'une part, je ne fais pas de coaching physique, vraiment j'en faisais du fitness, mais moi c'est plus du mental et qu'à l'époque, quand je les ai coachés, il ne fallait pas en parler, c'était un peu la honte, voilà. Mais l'autre chose aussi, c'est que j'estime que les gens du quotidien que je coach au quotidien sont plus des stars que les autres stars. Parce que quand on n'a pas de chef pour cuisiner chez soi, quand on a un boulot à 1 heure de métro, quand on a 2 gamins qu'on récupérait à la maison,
et parfois un des gamins va avoir un handicap physique. Ces gens-là, qui arrivent malgré tout à prendre soin de leur corps, ben waouh, pour moi, ce sont elles les stars du quotidien. Ce qui est chouette, c'est que vous n'avez pas perdu les réalités. Ah bon, pas du tout, non, non. Non, mais parce que vous avez côtoyé ces gens-là. Oui, mais moi, je viens d'un milieu très modeste, de toute manière. Donc, je ne juge jamais les gens sur où ils sont dans la vie. Je les juge plutôt, parce qu'on est tous un peu on porte des jugements, sur leur envie de se bouger. Moi, quelqu'un qui me dit, je suis au fond du trou, il m'arrive ça, mais je vais faire ça et ça, je suis en admiration. Et quand je vais pas mal au Népal et que je discute, mon guide et ami Prem, c'est très amusant, je vais vous en parler, il sort d'un petit village, il était porteur à l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, il portait déjà le truc comme ça, vous vous rendez compte, il n'allait pas vraiment à l'école. À 12-14 ans, il décide qu'il veut être un porteur plus élevé, je sais pas quoi. Et à 18 ans, il décide qu'il veut être assistant guide. Il fait des cours, il se débrouille, machin. Et maintenant, non seulement il est guide, mais là, on est plusieurs clients à l'avoir sponsorisé, il devient vraiment guide à Chamonix, avec un vrai diplôme. Ce type-là, il vient du trou, comme il me disait. Mais il est arrivé là. Moi, je suis en admiration. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ce que j'admire, c'est les gens qui se disent je ne me plains pas de mon truc, je sais que je n'ai pas eu de bol, je suis né là, hein, mais je m'en sors. Alors que j'ai beaucoup moins d'admiration pour quelqu'un qui est né dans une grande famille, qui n'a pas eu besoin de se battre. Tant mieux, mais je ne suis pas en admiration béate. Pourquoi avoir choisi les États-Unis? C'est plutôt les États-Unis qui m'ont choisi, en fait. J'ai eu une chance d'y aller, mon mari a eu une chance d'y aller, on est partis. Et c'est franchement, alors, en France, on est dans le jugement quand même. J'ai pas de diplôme d'ingénieur, et souvent on me dit tout le temps, mais t'as pas de diplôme, t'es pas de médecin. Les Américains s'en foutent. Les Américains regardent le boulot que vous faites. Le résultat. Le résultat, et quand vous dites, je fais les études médicales, si vous sortez ce que vous avez fait, parfait, vous êtes considéré. C'est vrai qu'en France, très souvent, dans mes premières années de travail, on me demandait quel était mon diplôme d'ingénieur. Ah ben moi, j'en ai pas. Et puis maintenant, très souvent encore, on me dit, est-ce que vous êtes médecin pour parler de ça? On n'apprend pas les suppléments à l'école et on n'apprend pas non plus la nutrition, à part 2 heures dans un cursus entier. Bon. Et on n'apprend rien sur le biohacking. Je ne vois pas trop à quoi ça me servirait d'avoir une blouse blanche. Donc en plus, je passe au moins 2 heures par jour à apprendre sur ce milieu-là, sur ce domaine. Donc j'estime que je ne suis pas du tout en carence. Mais les États-Unis, ce qu'il compte, c'est vraiment ce que vous savez. Ce n'est pas tant le diplôme avec le tampon dessus. Et il y a aussi cette force là-bas quand vous dites tiens, j'ai 80 ans, je vais lancer ma boîte. On vous dit bravo, c'est génial. En France, si tu dis ça même à 60 ans, on dirait prends ta retraite. Donc je généralise, mais c'est souvent ce qu'on m'a dit. Moi, quand j'ai été malade et que j'ai lancé ma première boîte, plein de gens me disaient mais pourquoi tu t'embêtes? Mes amis français, toi. Les Américains, ils me disaient vas-y, c'est génial, tu te projettes. C'était ça, tu te projettes sur l'après. Tu refuses la maladie maintenant, tu te projettes sur l'après. Vous avez vécu le rêve américain? Oui, mais je ne l'ai pas vécu. Je l'ai construit. Le vivre, c'est passif. Le rêve américain se construit. Si on arrive et qu'on ne fout rien là-bas, le rêve, il n'est pas là. Hein. Il est réglé. Tu ne fais pas les 35 heures aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas le système santé payant. Enfin, c'est pas facile. Mais on peut transformer le difficile en facile. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, Valérie, vous mettre à mal votre force mentale? Donner des forces aux gens qui nous regardent et qui vont venir me mettre à mal. Ah ben clairement, je pense honnêtement que si j'avais un accident en montagne, un accident quelconque et que je me retrouve paralysée, je pense que comme tout passe dans le physique, j'aurais vraiment du mal à me reconstruire. Ça, si je devais voir quelque chose, ça serait ça. Mais en général, j'utilise ce qui m'arrive pour grandir. Alors, il m'arrivera peut-être des choses encore plus graves, j'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, vous êtes bien présente sur les réseaux sociaux. Assez, oui. Et vous avez une belle communauté qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ce que vous êtes. C'est surtout une très belle communauté. Je tiens à insister parce que sur les réseaux, des fois, vous avez des communautés de gens qui vont mettre des commentaires négatifs. Nous, ils sont adorables. Mais je suis halluciné de ça. Nous, on en a aussi quelques-uns. Et je me dis, comment ces gens peuvent-ils passer du temps, quelques minutes, à essayer d'écrire un commentaire négatif? Mais passe ton chemin. En octobre, j'avais pris trop de créatine pour me préparer pour une montagne. J'étais toute gonflée. Mais j'étais un petit peu comme la photo de tout à l'heure. Et je fais une émission de télé en France. Je mets la photo de cette émission sur les réseaux. Et là, je m'en suis pris plein. Mais c'est quoi cette coach bouffie, etc. Et c'était pas sympa. Et je me suis dit, mais t'imagines si j'étais malade et que non seulement j'ai une maladie, je prends de la cortisone ou autre, mais en plus je dois lire ça, mais c'est atroce. Alors moi, je les laisse souvent ces commentaires et je les tacle. J'adore, c'est un sport que j'adore. On me dit, tu perds ton temps, mais j'adore leur parler. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Et c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, c'est des gens qui sont très malheureux. Ces gens qui ont besoin d'aller mettre du mal sur les réseaux, ils sont tellement mal dans leur tête, ils me font pitié, en fait. Mais vous réagissez quand même? Oui, bien sûr, ça me fait du bien. Oui, c'est mon côté corps. Ça fait plaisir. Alors, Lily Warrior, c'est votre marque? Oui, j'étais là. Lily Warrior, c'est une marque que j'ai créée en plein Covid. Ne sachant pas dessiner, mais vraiment rien. Quand je dis rien, je ne sais même pas faire un petit bonhomme. Sans contact dans la mode, avec zéro investissement. Je ne connais rien à la mode, en plus.
J'ai décidé en plein Covid, quand je voyais plein de gens perdre leur job, j'ai dit, bah, tu sais quoi, ça fait des années que je veux créer une marque de vêtements de fitness et de tous les jours. Là, c'est le moment. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi Nouveau faire, c'est challenge, Covid. nouvel objectif. Exactement. Et je cherchais un nom. Et je voulais que ça soit doux et guerrier en même temps. Je vois que Lily Warrior, c'est disponible. Ah, j'achète, je dépose toutes les marques. Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient voler ma marque, sachez que c'est très bien Ça déposé existe. dans tout le monde entier. Voilà, très bien, parfait. Et donc là, ne sachant absolument rien là-dedans, mais j'ai vraiment passé du temps à chercher avec qui je pouvais travailler, etc. Et on a commencé tout doucement, hein, tout simplement. Mais l'objectif, c'était que ça soit 100% éco-responsable avec des matériaux toujours recyclés ou bio ou les deux, et que ça soit socialement impactant. Par exemple, on fait des foulards en soie naturelle au Népal avec des victimes du trafic, comment on dit en France, Trafic, prostitution, oui, etc. trafic Donc, humain. Donc ouais. on les a aidés à sortir, c'est pas moi, ça c'est une association, et nous on leur donne un travail en sortant, on leur apprend à retrouver les techniques ancestrales du foulard à soie. Donc c'est des foulards faits en local avec des encres vegan, donc ça c'est l'idée. Par exemple, ces lunettes que j'ai là, c'est 25 bouchons de bouteilles en plastique. La planète crève, donc si on peut l'aider à faire des produits qui sont bien. Donc j'ai vraiment voulu faire les deux. Et sans investisseur. J'ai trouvé un partenaire qui a accepté au début de produire gratuitement, de se financer avec les ventes. Donc j'ai vraiment un bel écosystème. Ouais. Ça, c'est quand même Donc extraordinaire. l'idée, c'était vraiment... Ouais. J'ai envie, alors si vous nous regardez et que vous avez des envies de soutien à des associations, moi j'adore aider des associations à fabriquer des choses pour les gens qui ne peuvent pas. Ça leur permet d'avoir une manière d'avoir des revenus tout en créant des produits bons pour la planète, quoi. Lily Warrior, hein, vous notez ça et puis vous allez évidemment sur Internet et vous aurez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut parce que vous avez une actualité qui est extrêmement riche, Oui. vous repartez en montagne en Oui, octobre, enfin pas tout de suite, en octobre. Oui. en octobre 2024. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, je fais c'est un facile, un 6004 facile, mais j'emmène des clientes avec moi. J'en ai fait en octobre l'an dernier. Donc, si vous avez envie de que des femmes, désolé, mais si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous dépasser, que vous n'avez jamais fait de montagne, c'est le moment. En fait, on part ensemble de 2000 mètres et on marche tous les jours en travaillant notre mental. On ne porte pas nos affaires, hein. On a un yak pour ça, de yak et de porteur. Et ensemble, on grandit jusqu'au camp de base. Et puis, celles qui ont envie de faire la dernière montée qui dure une nuit, en fait, la font. Les autres arrêtent. Il n'y a pas de jugement parce qu'on s'est dépassé. Mais ceux qui n'ont aucune préparation physique... J'ai tout un plan d'entraînement que je leur donne. Okay. Et je peux vous dire que l'an dernier, j'étais épatée. Il y avait 7 personnes qui se sont jointes à moi. C'était fantastique. Elles avaient toutes hyper bien travaillé. Elles n'avaient jamais fait de montagne, mais elles avaient hyper bien travaillé leur physique avec... le programme, et c'était génial. Et elles m'ont dit, elles ont tout dit, on est revenu, mais transformé. J'imagine. On ne revient pas, le premier sommet qu'on fait tout le monde y arrive, c'est 5000. Pour un Français, c'est plus haut que le Mont Blanc, hein. C'était monstrueux, on était là, on pleurait en haut, et puis après on monte plus haut. Et ce dépassement de soi, quand on a envie dans notre vie de se changer, de transcender ce qui nous arrive, de partir de son pays, de faire quelque chose qui nous dépasse, et qui nous permet de se dépasser, il n'y a rien de tel pour revenir... chargé à bloc. Et alors, vous suivez ce qu'elles deviennent, ces personnes? Bien sûr, on s'est même fait un petit groupe Telegram, on se parle toujours. Il y en a une là qui vient de faire une énorme rando. Enfin, après, elles sont motivées pour retourner. Ça, le mindset change. On change tout. On passe 3 semaines ensemble. C'est 3 semaines en octobre ensemble. Il y a vraiment le temps de tout changer. Et puis moi, je suis là tout le temps. Donc, si elles ont des problèmes, je suis là pour les aider. Donc, c'est 3 semaines de coaching, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour octobre 2024. Ça veut dire que là, à l'heure où on enregistre, on peut encore se préparer pour partir? Complètement. Alors, ça dépend. Si vous faites 150 kilos, que vous êtes sédentaire, il n'y a pas le temps. Mais si vous êtes en santé correcte et que vous êtes déjà plus ou moins actif un petit peu, on peut complètement transformer. Ouais. Bon. Un prochain livre? Biohacking. Mon agent va recevoir le synopsis très vite. Vous avez encore le temps d'écrire, hein? Oui, alors j'écris beaucoup la nuit. Alors celui-ci, c'est le premier où j'ai une nana qui est avec moi, la mode Poupa, une nana super sympa. J'adore écrire. J'adore écrire, en fait. J'aime ça. Et je prends le temps parce que je dors peu. Quand on fait du biohacking, on sait que le sommeil est très important, mais on sait aussi qu'il ne faut pas se forcer à dormir si le corps n'a plus besoin de sommeil. Donc moi, je dors 4-5 heures par nuit maximum. Et ça suffit? Avec une petite sieste chaque jour. Donc, je vais commencer tout de suite. On est bien ici ou pas? On est très bien. Hein? C'est confortable. Voilà. Donc rééquilibrage alimentaire, on l'a dit, l'activité physique, le sommeil, bien entendu. Le temps long, un peu de temps où on ne fait rien. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et vous le passez où, ce temps long? En général, dans un hammam ou dans un sauna, je fais rien, je reste tranquille. Un peu de méditation? Tous les jours, ouais. Tous les jours, Quel est transcendantal. Quel est le Miracle Morning de Valérie Orsoni?
Alors moi, c'est que je me lève, je ne regarde aucun appareil. Le téléphone est éteint le soir, mais vraiment éteint. Et la première demi-heure, je ne regarde rien. Je ne l'ai même pas allumé. Les gens qui sont comme ça sur leur lit, qui prennent leur téléphone dans le lit, il n'y a rien de pire. Ouais. Il le fait. Il a l'air coupable. On le voit sur son visage. Non, je regarde l'heure, je regarde l'heure. Mais non, il faut un réveil. Je suis d'accord. Non, il faut un réveil. Le téléphone, on l'éteint. On ne le regarde jamais dans son lit. Il est coupable, alors là, je le sens encore. Ouais. Pareil pour l'iPad, pas de télé dans la chambre, pas d'électronique, rien. Il refait sa chambre ce soir, il a tout prévu. Mais ça, mon miracle morning, c'est ça. La première demi-heure, je fais un thé vert tout de suite. Je sirote, je ne regarde pas les news. Pas envie de les voir en ce moment, sinon la matinée commence mal. Je récite un petit mantra pendant que je bois mon thé. J'allume toujours de l'encens. Je me trimballe avec mon encens à travers le monde. Et je me couche sur mon matelas thérapie rouge 20 minutes. Et là, temps long, tu fais rien là-dessus, allongé. Et après, la journée commence. Ouais. Ok. Petite sieste après dans la journée. Toujours. Comme les chiens. Les chiens, ils mangent, ils dorment. Moi, je fais pareil. Bon. On est des animaux. Hein. Et le soir? Alors, je me couche très tôt. C'est-à-dire qu'à Paris, je trouve que les gens mangent très tard. Alors, le sommeil ne doit être pas très bon. Moi, j'aime bien manger à l'américaine. 6h30, 7h. Ouais, c'est ça. Je bouquine. 9h30 maximum, je suis couchée. 10h, j'éteins. Si je me couche plus tard, je suis comme un bébé. Hein, je ne dors pas. Je pleure toute la nuit. Et ça, j'entends d'ici les commentaires. Oui, mais elle peut le faire. Elle a le temps de le faire et elle s'organise pour le faire. En tout cas, voilà. Oui, bah alors c'est une question de choix. Après ça, c'est sûr que si vous faites les 3-8, moi j'ai des amis qui sont infirmières, elles ne peuvent pas forcément faire ça. Donc on changera. Typiquement, ces gens que je vais coacher, je vais leur trouver une technique pour rendre moins problématique sur leur santé ce qu'elles font. Après, quand on travaille à Paris, qu'on rentre chez soi tard, très souvent, je vois les gens en terrasse à boire des coups le soir. C'est sympa la socialisation. Et si tu bois des coups jusqu'à 8h30, 9h, ton sommeil, il est pas de bonne qualité. Le sommeil avant minuit, c'est le meilleur sommeil pour réparer les cellules, pour réparer tous les dommages qu'on a eu la journée. Donc, si on dort après, la qualité est très mauvaise. D'ailleurs, des études ont montré il n'y a pas longtemps que les gens qui se couchaient régulièrement après 11h, minuit, avaient les mêmes problèmes métaboliques que les personnes qui faisaient les 3-8. Ouais, en durée de vie, en problème, etc. Donc, c'est pas bon. Après, c'est une question de choix. Bah, on socialise moins longtemps, là, mais plus le week-end. Tiens, les copains, au lieu de boire des coups la semaine, venez, on va faire une rando. Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Si je dis rien, ça va être arrogant. Tiens, taille, j'aimerais bien être plus grande. Pour grimper, c'est mieux. Grande déjà? Ah bah, vous êtes sympa. Non, mais si. Vous je ne fais même pas 1m60. Je suis un petit bout. Ah bon, j'ai des grands talons. Des gros talons. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça. Non, j'aimerais être plus grande. Pour la grimpe, ça m'aiderait beaucoup. Ouais. J'aimerais être plus grande. À part ça, non. Moi, je m'aime comme je suis. Ça fait partie du biohacking aussi, d'aimer son être plutôt que de le détester. Et qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Eh bien, rien. Elle me plaît, ma vie. Ouais. Si j'adore. c'était à refaire, vous feriez la même chose? Oui, parce que même les moments difficiles où je me suis fait voler, machin, ça m'a permis de me construire et de grandir. Donc finalement, sur le moment, je n'ai pas aimé, hein, c'est clair, mais avec le recul, ça fait qui je suis aujourd'hui. De toute manière, on ne peut pas vivre de vie sans problème. Hein. Il y a un dicton qui dit qu'on apprécie le soleil. Non, la pluie est nécessaire pour apprécier le soleil. C'est un petit peu ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des drames plus graves, je ne vais pas dire, mais non, ma vie me plaît en fait. Je suis, en anglais, on a un adjectif, l'adjectif content en français, en anglais, content, ça veut dire être satisfait du moment. Est-ce que vous avez un post-it sur votre glace qui vous dit « Je suis fier », tu peux être fier de toi? Ou sois fier de toi? Ouais, c'est « proud of myself » en anglais. Et vous pensez plus en anglais maintenant qu'en français? Mais je rêve en anglais, oui. Je parle aussi d'autres langues et j'en apprends d'autres, donc des fois j'ai d'autres mots qui se mettent comme ça, mais ouais. Une dernière question, Valérie, parce que vous écoutez, on pourrait discuter pendant des heures. Est-ce que le temps vous fait peur? Dans quel temps? Dans quel sens? Le temps qui passe. Alors, il ne fait pas peur parce qu'il est là. Alors, le problème, c'est d'avoir peur de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est un petit peu un problème. Ça, pour le coup, je ne le contrôle pas. Donc, il ne me fait pas peur. Il est là. Je l'intègre. Je préférais qu'il passe plus doucement. Et la façon de le faire, c'est grâce au biohacking. Par exemple, grâce à ce que je fais en biohacking, chaque année qui passe, au lieu de vieillir d'1 an, je ne vieillis que de 0,79 ans. Donc, ça m'aide. Ça s'appelle le Duane. Ça, c'est un chiffre qui est calculé. Donc, on peut descendre assez bas comme ça, hein, jusqu'à 0,5. C'est pas mal. Du coup, le temps, c'est plus une peur, c'est plutôt un challenge que je prends et je vais le ralentir, quoi. Ouais. Lisez. Lisez, faites-vous accompagner. Suivez les réseaux sociaux, évidemment, de Valérie. Et puis, alors, pas après 20h. Ah bah non, mais je répondrai même pas après 19h. Voilà, je porte des lunettes jaunes aussi pour ralentir, pour accélérer la production de mélatonine le soir. Et je ne regarde plus mes réseaux à partir de 19h. Voilà, donc, si vous voulez rentrer en contact, c'est avant 19h, hein, on a bien compris. Quand est-ce que vous repartez aux États-Unis?
ou dans longtemps. Là, je vais partir à Marseille, où je participe au festival de yoga après C'est pour le Provence 18 et mai. Corse. Le 18 mai, hein, Ouais. exactement. À l'heure où on enregistre l'émission, il vous reste encore un peu de temps pour y Je vais participer. venir à Marseille, je vais donner un cours de Yo-Tai-Kun, un mélange de yoga, tai chi, kundalini. Et puis après Provence et 2 semaines en Corse, où là, je reçois 20 warriors qui viennent passer une semaine avec moi en Corse. Ah, vous revenez à la maison, aux sources. Voilà. Voilà. Et puis les ouvrages, et puis ensuite le Népal en octobre. Et voilà, il y a Et plein de puis choses à faire. l'emploi du temps est bien chargé. Merci infiniment Valérie. Merci. Merci. C'est passionnant, c'est instructif, et puis c'est aussi motivant, et c'est là où on se dit, oh, tu commences quand? Voilà, ça c'est un beau mot de fin. Hein? On est d'accord. On se retrouve très vite. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance comme toujours. Sinon, passez votre chemin parce que ça ne sert à rien. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre. Salut.